Voici la plage de Huacho, au Pérou. A priori, il n'y a rien d'impressionnant. C'est un beau paysage, c'est vrai, mais comme il en existe plein sur Terre. Pourtant, vous n'êtes pas prêt d'oublier le nom de cette ville, puisque sur l'une de ces plages, c'est une tête humaine qui va s'échouer, tout comme un torse, un bras et une main. Alors, évidemment, le compte n'y est pas pour faire un humain. Mais où se trouvent donc les restes ? Sur TikTok. Et oui, c'est déstabilisant. Comment des organes d'une personne a priori démembrée peuvent se trouver sur TikTok ? Pour comprendre, il faut que je vous raconte toute l'histoire depuis le début. Blanca Arellano est une femme née en 1971 au Mexique, dans la région d'Antizapan de Zaragoza, tout proche de la capitale, Mexico City. Dans sa famille, tout se passe pour le mieux. Elle s'entend particulièrement bien avec sa sœur, Alejandra, dont elle est très proche. Durant ses études, Blanca décide de choisir la voie du tourisme et de l'hôtellerie. Elle se débrouille bien, c'est un domaine qu'elle apprécie, notamment avec le contact humain permanent. Malgré un secteur qui ne connaît que très peu de baisse d'activité, il y a une pandémie que personne n'avait vu venir et qui stoppe toute l'économie liée au tourisme. Tous les avions restent cloués au sol. Et par conséquent, plus aucun touriste ne se rend dans les hôtels, qui ferment donc leurs portes. Ces établissements étant fermés, ils n'ont plus besoin de leur personnel qui leur coûte très cher à présent, et c'est de cette manière que Blanca se retrouve sans emploi, avec un loyer à payer. Elle change donc de métier pour devenir chauffeuse de taxi. C'est moins bien rémunéré que son ancien travail, mais c'est suffisant pour joindre les deux bouts. Évidemment, cette situation n'est que temporaire. Dès la fin de la crise, elle retournera à son ancien poste. Mais pour l'instant, elle conduit des clients d'un point à un autre de la ville. Bien entendu, même si les taxis sont encore en activité au Mexique, ils n'ont pas une quantité de travail énorme avec l'ambiance actuelle. Blanca passe donc une grande partie de son temps libre à faire du sport, à côtoyer sa famille et à jouer en ligne à des jeux vidéo. Elle a toujours eu une réelle passion pour les jeux, et aujourd'hui, elle peut y consacrer un temps non négligeable. Elle se donne vraiment à fond dans cette nouvelle activité, au point de participer activement à un groupe Facebook dont la communauté est composée de plusieurs milliers d'autres joueurs comme elle, où ils partagent trucs et astuces pour avancer dans leur partie. Blanca est l'une des membres les plus actives sur cette page Facebook. Elle poste régulièrement, commente et répond à tous les utilisateurs. Nécessairement, elle crée des liens avec d'autres membres de la communauté, et principalement les plus réactifs, ceux qui ont pour habitude de commenter. Parmi ces personnes, il y a un homme de 37 ans, qui s'appelle Juan Pablo Villafuerte. Juan n'habite pas la porte à côté, puisqu'il est péruvien. Il est également un étudiant en faculté de médecine, mais a toujours eu une attirance pour le monde des jeux vidéo, ce qui l'a poussé à créer un groupe Facebook à ce sujet. Malgré ces deux activités qui d'apparence peuvent être chronophages, Juan a une vie bien remplie. Il a une grande famille, notamment un frère jumeau, et pour réussir à se différencier de lui, le jeune homme a décidé de se faire tatouer. Il a également un troisième frère, mais surtout, il avait une femme jusqu'en 2016, puisque le couple s'est séparé puis a divorcé cette année-là. Juan a eu 2 enfants suite à cette union, qu'il continue de voir. À côté de cela, le jeune homme de 37 ans réussit en plus à jouer de la guitare. D'ailleurs, il envoie régulièrement des vidéos de lui en train de chanter à Blanca. Car oui, les deux se sont rapprochés grâce au groupe Facebook de Juan, et désormais, ils communiquent ensemble. Ils se souhaitent leur anniversaire, parlent des jeux vidéo, et se soutiennent lorsqu'ils streament leurs parties en direct sur internet, et notamment sur Twitch. Les deux se rapprochent de plus en plus. Ils se parlent quotidiennement, se téléphonent, et Blanca devient carrément une administratrice du groupe Facebook grâce à Juan. Cette situation se prolonge sur plusieurs semaines, puis plusieurs mois, et finalement, après tout ce temps, Juan et Blanca décident d'officialiser leur couple. Ceci dit, comme la distance entre eux est conséquente, ils décident d'entretenir cette relation à distance, ce qu'ils font durant une année entière. Après ces 12 mois, il semble que la flamme soit toujours présente. Alors, c'est une nouvelle étape qui est franchie. Après le virtuel, place au réel. C'est une rencontre physique qui est organisée et prévue pour le tout début de l'année 2022. C'est Juan qui fera le déplacement depuis le Pérou pour rejoindre Blanca au Mexique, et pour la rencontrer en personne pour la toute première fois. Les deux sont impatients de se voir, mais tout ne se déroule pas comme prévu. Juan, finalement, ne peut plus se rendre chez Blanca. Et bien sûr, les deux sont tristes que cette rencontre tombe à l'eau. Blanca a réellement le cœur brisé.
Elle se réjouissait tellement de faire la connaissance de Juan, à qui elle parle depuis plus d'1 an à travers un ordinateur ou un téléphone. Malheureusement, en janvier 2022, rien ne se passera. En revanche, Blanca ne peut pas accepter de laisser la situation ainsi. Elle prend les devants, et si Juan n'est pas en capacité de la rejoindre, c'est elle qui fera le déplacement au Pérou pour rencontrer le jeune homme et lancer totalement cette histoire d'amour entre eux. La femme se renseigne alors sur les billets d'avion disponibles. Elle trouve des vols pour le mois de juillet et finit par prendre son billet pour retrouver son petit ami à plusieurs milliers de kilomètres de chez elle. Juan habite dans la ville de Huacho, au nord de Lima, la capitale du pays. C'est une petite ville côtière, très agréable, et Blanca se voit déjà habiter là-bas le reste de sa vie avec cet homme si charmant et avec qui elle s'entend si bien. Et ce déplacement prouve bien l'amour de Blanca à l'égard de Juan. Déjà, elle se déplace de plusieurs milliers de kilomètres pour le rencontrer, ce qui n'est pas rien. Ensuite, ce voyage est coûteux. Or souvenez-vous, avec la période de pandémie, Blanca arrivait tout juste à vivre avec son métier de remplacement en tant que taxi. Enfin, pour être capable de payer le vol et avoir suffisamment d'argent durant ce séjour, Blanca prend un risque énorme en vendant quasiment tous ses biens. Voitures, vélos et même œuvres d'art qu'elle conservait. C'est dire l'attirance qu'elle éprouve pour Juan. Au fond d'elle, Blanca rêve d'une vie amoureuse avec Juan au Pérou. Mais pour elle, c'est plus qu'un rêve, c'est ce qu'il va se produire. Et finalement, bien que la situation puisse paraître risquée, cela fait plus d'1 an que tous les deux se parlent quotidiennement et se sont déjà vus grâce à des appels vidéo. Pour la femme, rien ne peut dérailler. Sa famille, par contre, n'est pas du même avis. Pour ses proches, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs que de se lancer dans une telle aventure. Après tout, même si tous les deux s'entendent à merveille à distance, ce n'est pas gage d'une relation stable pour la suite. Déjà, il se peut qu'il y ait une déception au moment de rencontrer physiquement la personne. Ensuite, fréquenter quelqu'un et vivre avec sont 2 étapes totalement différentes. Et enfin, ce qui inquiète le plus les membres de la famille de Blanca, c'est que Juan reste un inconnu. Ils ont beau discuter ensemble sur Internet, il est impossible de connaître réellement ses intentions et son comportement. C'est peut-être un homme violent, et Blanca devrait au moins penser à une sortie de secours, au cas où les choses n'iraient pas dans le bon sens. Les mises en garde ne fonctionnent pas. Blanca a 51 ans, elle sait ce qu'elle veut dans sa vie, et elle n'est pas du même avis que sa famille. Elle va se rendre au Pérou, quoi qu'il arrive. Puisqu'il n'est pas possible de faire revenir Blanca sur sa décision, la famille lui demande de prévenir quand elle sera arrivée au Pérou et de signaler le moindre souci qu'elle rencontrerait. Le jeudi 28 juillet 2022, c'est le grand jour. Blanca a préparé toutes ses affaires et elle s'apprête à vivre ce grand amour qu'elle attend depuis si longtemps. Les choses ne vont pourtant pas se passer comme prévu. Blanca Arellano, une femme de 51 ans, abandonne tout pour rejoindre son petit ami de 37 ans, rencontré sur Internet, Juan Villafuerte. C'est l'été 2022, et voici la femme dans l'avion pour rejoindre la ville de Huacho, où vit Juan qui l'attend afin de commencer une nouvelle vie à deux. Quelques heures et 3000 km plus tard, voici Blanca loin de son Mexique natal. Elle est à Lima, au Pérou. Elle descend de l'avion et voilà Juan qui l'attend pour rentrer avec elle jusqu'à Huacho. Comme convenu avec ses proches, Blanca les rassure aussitôt en indiquant que le vol s'est très bien passé, qu'elle est bien arrivée à Lima et qu'elle est en compagnie de son petit ami qui est venu la récupérer. Direction Huacho. Manifestement, tout se déroule pour le mieux. Blanca continue d'envoyer des nouvelles d'elle avec des vidéos où il est possible de la voir à la plage en train de profiter de son nouveau train de vie. C'est un gros soulagement pour les proches de la femme. Les doutes se dissipent et il semble que l'amour entre les deux soit réel. Et surtout qu'ils s'entendent à merveille, comme lorsqu'ils se parlaient en ligne. Blanca est surtout en contact avec l'une de ses nièces, Carla, qu'elle adore et c'est par elle que transitent les nouvelles quasi quotidiennes de la femme. Elle parle également à l'une de ses amies proches, nommée Mercedes, qui elle aussi reçoit le même son de cloche. C'est ainsi que les mois de juillet, août, septembre et octobre s'écoulent dans le plus grand bonheur pour Blanca. À ce stade, elle a quasiment adopté la vie péruvienne. Désormais, elle est certaine qu'elle ne rentrera plus au Mexique et que sa vie va se faire auprès de son petit ami, Juan. Le lundi 7 novembre 2022, au matin, Blanca écrit un SMS à sa nièce, Carla. Elle lui donne de ses nouvelles. Comme d'habitude, tout se passe bien, que ce soit avec Juan ou bien son adaptation à son nouveau pays. Finalement, ce SMS n'est pas différent des autres, sauf sur un point. C'est le dernier que Carla reçoit. Le lendemain, le mardi 8 novembre,
Personne n'a de nouvelles de la part de Blanca, que ce soit Carla, son amie Mercedes, ou même sa sœur, Alejandra. L'inquiétude gagne la famille entière. Ce silence n'est pas anodin. Blanca a toujours donné des nouvelles de son aventure au Pérou, et voici un silence radio très angoissant, du jour au lendemain, et qui dure depuis de très longues heures à présent. La femme de 51 ans continue d'être muette. Alors, Carla prend les devants et tente de se renseigner pour savoir où pourrait bien se trouver sa tante, et surtout si elle va bien. Naturellement, la première personne vers qui elle se tourne est Juan, puisqu'il est la raison du départ de Blanca pour le Pérou. C'est grâce à Facebook que Carla réussit à contacter Juan. Très poliment, la jeune femme demande au petit ami de sa tante de donner des nouvelles d'elle, dans la mesure où toute la famille est un peu inquiète suite à l'absence de communication soudaine de Blanca. Elle est aussi très directe dans son message et demande si Blanca va bien. Après quelques minutes, Juan répond à Carla. L'homme explique qu'il n'a pas de nouvelles non plus de Blanca depuis un moment. D'après lui, le couple a décidé de se séparer et la décision était commune entre Blanca et lui. Il dit ensuite que, pour résumer la situation, Blanca s'est simplement lassée de lui et dans la foulée, suite à cette rupture, elle a décidé de se rendre à Lima pour prendre un billet afin de retourner au Mexique. Ce sont les seules informations qu'il peut communiquer à Carla. Il ajoute simplement qu'il espère que son ex-petite amie va bien et qu'elle fera bon retour vers son pays natal, et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, soit Blanca a eu un problème avec sa carte SIM, soit avec la batterie de son téléphone. Évidemment, cette réponse ne satisfait pas Carla, qui insiste et demande quand est-ce que Blanca a décidé de partir pour Lima. Juan répond à cette question par une capture d'écran de la conversation entre lui et la tante de Carla. Les échanges remontent au lundi 7 novembre. On peut y voir un message de Juan disant à Blanca qu'il espère que son voyage vers Lima se passe bien, qu'elle va lui manquer mais qu'il ne pouvait pas la garder plus longtemps. Il termine en la prévenant de faire attention si jamais elle se trouvait coincée dans la ligne 28 du métro à Lima, parce qu'il y a beaucoup de vols à cet endroit. Blanca a simplement répondu avec un emoji, et la phrase suivante « Toi aussi », certainement pour « Toi aussi tu me manqueras ». Carla ne comprend pas bien cette conversation. Elle est étrange. Elle a le sentiment que quelque chose ne tourne pas rond dans toute cette affaire. Elle en est persuadée parce que, en cas de retour au Mexique, ce qui aurait été une grosse surprise, Blanca aurait prévenu sa famille. Elle ne serait pas restée silencieuse ainsi. En plus, d'après ce que dit Juan, elle aurait eu largement le temps d'envoyer un SMS lors de son trajet jusqu'à Lima. Et visiblement, son téléphone fonctionnait le 7 novembre quand elle a décidé de rentrer au Mexique, puisqu'elle a écrit à son ex-petite amie. En plus, Blanca avait réellement placé toutes ses économies dans ce voyage. C'est surprenant qu'en 4 mois, elle ait réussi à se faire à nouveau un petit pécule suffisant pour un voyage retour, aussi peu de temps après l'aller. Nécessairement, elle aurait sollicité de l'aide à sa famille. En tout cas, elle aurait eu une toute autre attitude que celle que décrit Juan. Comme la situation est trop étrange, mais aussi inquiétante, les proches de Blanca ne lâchent pas Juan et continuent de lui poser des questions à son sujet. Tous ces doutes finissent par énerver Juan, qui répond à Carla en disant qu'il se sent harcelé. Dans un message vocal, il répète qu'il ne sait pas où se trouve Blanca et que la famille de celle-ci a ruiné sa vie. Pourquoi Juan dit-il que sa vie est ruinée à cause de la famille de son ex-petite amie ? Tout simplement parce que Carla et tous les proches ont fait appel aux réseaux sociaux pour retrouver la trace de Blanca. La capture d'écran de la conversation entre Juan et Blanca a été diffusée sur Twitter. Mais surtout, Carla a pointé du doigt directement Juan en disant qu'il était la dernière personne à avoir eu un contact avec Blanca et qu'il n'avait pas été honnête, voire même qu'il cachait des choses. Les réseaux étant ce qu'ils sont, il y a eu un emballement pour le cas de Blanca. Juan a bien évidemment été ciblé par les internautes. Mais c'est pour le bien-être de leurs proches disparus que la famille a agi ainsi. L'affaire fait du bruit sur les réseaux sociaux, ce qui attire automatiquement la presse, et l'histoire commence à être diffusée tant du côté mexicain que péruvien. C'est une excellente chose, parce qu'au moment de solliciter l'ambassade du Mexique au Pérou, la famille arrive avec un lourd dossier. Une femme a disparu, un ex-petit ami à minima étrange et une affaire qui a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. Aussitôt, la police péruvienne est mise sur l'affaire. Juan Villafuerte est tout de suite considéré comme une personne d'intérêt dans la disparition de Blanca Arellano. Il est donc convoqué pour répondre à une série de questions. Les enquêteurs ont face à eux un homme très calme, qui répond comme il le peut, mais parfois il est évasif sur certains points. Mais le plus intriguant est qu'une fois au poste, Juan affirme qu'il ne connaît même pas Blanca. En réalité, il n'était pas son petit ami.
Il indique aussi qu'il ne se trouvait même pas à Huacho le 7 novembre, jour de la disparition de Blanca, mais à Lima. Il n'aurait donc rien à voir avec toute cette affaire. Sauf que les policiers péruviens ne font pas le travail à moitié et découvrent que l'homme leur a menti, puisqu'ils ont réussi à retrouver une image de vidéosurveillance le montrant dans un magasin de la ville de Huacho le 7 novembre. Plus curieux encore, Juan est aperçu en train d'acheter une bouteille d'eau de Javel. Pour récapituler, le 7 novembre, Blanca communique pour la dernière fois avec sa famille, puis disparaît. Le même jour, Juan est filmé dans un magasin de Huacho à la recherche d'eau de Javel. Lorsque l'homme se fait interroger, il ment sur ce point et sur sa relation avec Blanca. Désormais, il faut savoir pourquoi cet homme ment. Qu'a-t-il à cacher? Et pourquoi avait-il besoin d'eau de Javel le 7 novembre? Si vous faites partie de mes abonnés, c'est triste, mais vous savez pourquoi quelqu'un achète de l'eau de Javel. Et si vous ne savez pas, c'est que vous n'êtes pas abonné. Alors n'hésitez pas, ça ne coûte rien et c'est fait en un clic. Vous pouvez aussi liker cette vidéo au passage. Avec ces déclarations, Juan Villafuerte passe de personne d'intérêt à suspect numéro 1 dans la disparition de Blanca Arellano. Non seulement l'homme est suspect aux yeux des policiers, mais également de la famille de Blanca, qui maintient la pression sur lui, notamment grâce aux réseaux sociaux. Le but de cette démarche est de faire craquer Juan, parce qu'au fond, même s'il est le suspect idéal, il n'y a rien contre lui pour le moment. Et cela finit par fonctionner. Sous l'un des posts Facebook faits par la famille, Juan commente qu'il n'est pas le petit ami de Blanca, qu'elle n'avait simplement pas d'endroit où vivre et qu'il l'a seulement dépannée. Dans le commentaire, il ajoute que Blanca était dans un très mauvais état mental et que, par manque de lucidité, elle a pu raconter des choses qui n'étaient pas la réalité et qu'il n'est pas un criminel. Il termine en disant que Blanca n'était pas sa petite amie, qu'elle est venue au Pérou pour se rendre à Lima d'abord, mais la vie étant trop chère dans la capitale, elle est partie du côté de Huacho pour gagner de l'argent afin de repartir au Mexique. Comme d'après elle, sa famille ne pouvait pas l'aider, c'est Juan qui a joué le rôle de bon samaritain en lui fournissant un logement et de l'argent. Il dit également qu'il n'allait à son appartement que 2 fois par semaine environ, étant trop pris par ses études de médecine. 5 jours sur 7, Blanca se trouvait seule dans l'appartement de Juan, et les 2 jours restants, ils ne les passaient pas ensemble. Blanca allant à l'hôtel ou dans une auberge de jeunesse que l'homme proposait de payer pour elle. Tout ça pour dire qu'il n'y avait rien de romantique entre eux. Les propos de Juan sont insoutenables pour la famille de Blanca, qui sait pertinemment que la jeune femme est allée au Pérou pour lui, et pas simplement pour développer une amitié. Ce qui n'aurait pas de sens d'ailleurs, mais bien par amour. Blanca le disait à tout le monde, et Juan également jouait le jeu. Ce n'était pas un simple délire de la part de la disparue. Les proches de Blanca sont persuadés que Juan est impliqué dans sa disparition et pressent les policiers pour une arrestation. Simplement, il n'y a aucun élément permettant de mettre en cause le suspect. Mais un jour plus tard, le 9 novembre, c'est une découverte absolument horrible qui est faite et qui va changer la face de cette affaire. Blanca Arellano a disparu depuis 2 jours à présent. Personne ne sait où la femme de 51 ans se trouve, mais tout le monde est certain que la clé du mystère, c'est Juan Villafuerte qui la détient. L'enquête se poursuit. Pendant ce temps, le mercredi 9 novembre 2022, des pêcheurs de la ville de Huacho travaillent au port. L'un d'eux remarque un objet déposé par l'océan sur le rivage. Il n'arrive pas à reconnaître ce que c'est, alors il s'approche. D'abord, il pense à un animal, mais en avançant, il constate que ce n'est pas ça. Ce n'est qu'une fois à hauteur qu'il comprend de quoi il s'agit. C'est une tête humaine, celle d'une femme. Pris de panique, le pêcheur court vers le premier téléphone disponible et appelle la police, qui débarque au port pour comprendre les événements. La zone est complètement bouclée, afin d'être fouillée durant les prochaines heures. La tête décapitée n'est pas le seul morceau humain découvert par les autorités. Un bras ainsi qu'une main sont aussi retrouvés et semblent appartenir à la même personne. Le lendemain, le jeudi 10 novembre, c'est le torse de cette femme inconnue qui est découvert. Mais cette trouvaille est aussi horrible qu'étonnante. Le torse de cette personne ne contient aucun organe. Rapidement, la police suppose que le cadavre démembré qui s'est échoué sur les plages péruviennes est celui de Blanca Arellano. Le signalement de la femme correspond, et elle est l'une des rares femmes portées disparues dans la région. Seulement, l'identification n'est pas possible immédiatement. La tête de la femme est en état de décomposition trop avancé pour affirmer qu'il s'agit bien d'elle. Une autre méthode doit donc être employée. C'est grâce à la main retrouvée sur la plage que l'identification peut se faire. Plus précisément,
grâce à une bague en argent toujours accrochée à l'un des doigts de la victime. C'est une bague particulière. La famille de Blanca indique que c'est bien la bague que la femme portait en permanence. Elle ne s'en séparait jamais et il y a des photos où on peut voir Blanca avec cette bague au doigt. L'ADN confirmera plus tard qu'il s'agit bien de Blanca. Mais à ce moment, les policiers comprennent que l'enquête pour disparition bascule. Et c'est un homicide particulièrement sordide qu'il va falloir résoudre. Les restes sont envoyés chez un médecin légiste. Il réussit également à confirmer qu'il s'agit du corps de Blanca, notamment grâce à des marques spécifiques sur sa peau. Il y a des grains de beauté à des endroits précis, tout comme des taches de naissance. Et il n'y a plus aucun doute sur l'identité de la victime. Identité que le tueur de la femme a essayé de dissimuler de façon absolument terrifiante. Celui qui a fait ça a retiré les empreintes digitales de la victime sur chacun de ses doigts. Mais ce n'est pas tout. Les policiers, quand ils ont découvert la tête de Blanca, ont d'abord cru que l'état de décomposition était trop avancé pour la reconnaître. C'est en partie vrai, mais le médecin légiste relève qu'en réalité, l'assassin de la femme a retiré son visage, ce qui est un détail totalement écœurant. Le but de cette manœuvre étant bien entendu de rendre impossible l'identification de la victime. À ce stade, l'affaire devient l'une des pires sur laquelle la police du pays a eu à enquêter. Chaque détail est véritablement sordide. Mais le plus compliqué est qu'il faut maintenant expliquer à la famille de Blanca tout ce qu'il s'est produit. Évidemment, la nouvelle de la mort de leurs proches et surtout les circonstances autour de ce décès choquent toute la famille. Mais également le Mexique où des manifestations ont lieu en vue de maintenir la pression sur le gouvernement péruvien afin que l'affaire soit résolue. Mais il n'y a pas de raison pour que le fin mot de cette histoire ne soit pas connu. Les policiers ont un suspect dans le collimateur, en la personne de Juan Pablo Villafuerte. Et maintenant que le corps de Blanca a été découvert, cela débloque beaucoup plus de moyens pour les enquêteurs. D'ailleurs, leur premier réflexe, après la macabre retrouvaille, est de saisir un juge afin d'entrer dans l'appartement du suspect et de contrôler si des traces de Blanca pouvaient s'y trouver. Le mardi 15 novembre, les enquêteurs péruviens toquent à la porte de Juan Villafuerte, accompagnés de la police scientifique. Les experts se mettent à l'œuvre, et rapidement, ils découvrent du sang grâce au luminol. Le fluide humain est observé dans la salle de bain ainsi que sur le matelas appartenant au suspect. Du matériel ainsi que des produits chimiques sont également retrouvés. Mais les policiers se demandent si le sang présent dans la salle de bain et sur le matelas est vraiment celui de Blanca. S'ils se posent la question, c'est parce que dans le logement de Juan, il y a de nombreuses valises au nom de différentes femmes et elles viennent toutes du Mexique. Il y a aussi des habits féminins en grand nombre. Alors les enquêteurs supposent que si Blanca était une victime de Juan Villafuerte, il se pourrait que d'autres femmes également soient tombées dans son piège. Des analyses sont menées sur le sang en question, et il appartient bien à Blanca Arellano. Elle a donc probablement été tuée et démembrée à cet endroit. Ses vêtements sont aussi retrouvés parmi le tas d'habits, et l'implication du suspect devient de plus en plus évidente. D'autant plus qu'au cours de cette perquisition, une voisine qui tient un petit magasin est sortie pour discuter avec les agents. Elle affirme que le 7 novembre, Juan s'est rendu chez elle et semblait très pressé d'acheter ses articles, parmi lesquels des sacs poubelles. Des sacs poubelles achetés le 7 novembre, jour de la disparition de Blanca, c'est un nouvel élément très incriminant pour Juan Villafuerte. D'autres témoins affirment quant à eux avoir aperçu le suspect se rendre à un entrepôt avec des sacs plastiques noirs, similaires à ceux achetés le même jour. L'homme était nerveux d'après les dires des témoins, comme s'il ne voulait absolument pas être dérangé dans sa tâche, qui était donc certainement le démembrement de la pauvre Blanca. Tous ces éléments sont suffisants pour placer en état d'arrestation Juan Pablo Villafuerte, qui a pris la fuite cependant. Il est introuvable. Mais le 17 novembre, la police obtient un tuyau selon lequel le suspect se cacherait dans un appartement de la ville. En pénétrant dans le logement, il n'y a aucun bruit, aucune lumière, ni aucune activité. Mais Juan Villafuerte se trouve bien ici. Il se cache dans la salle de bain et les policiers lui mettent finalement la main dessus. Mais souvenez-vous, Juan Villafuerte a un frère jumeau et la police le sait. Les enquêteurs vérifient immédiatement les tatouages de l'homme qu'ils viennent d'interpeller pour s'assurer que son frère ne serve pas de distraction pendant que le tueur s'enfuit. Après vérification, il s'agit bien du suspect recherché. Alors, comment Juan Villafuerte a-t-il réussi à trouver une planque pour fuir les autorités ? Eh bien, peu après son arrestation, une femme s'est présentée à l'appartement qui est le sien en réalité.
Les enquêteurs lui ont aussitôt demandé qui elle était exactement et comment connaissait-elle le suspect. La femme de 26 ans répond calmement qu'elle est la petite amie de Juan, qu'ils sortent ensemble depuis 1 mois après s'être rencontrés grâce à une application, et elle explique aussi qu'elle n'a jamais su que Blanca sortait aussi avec Juan. Elle a tout de même questionné son nouveau petit copain à ce sujet, puisque des émissions de télévision parlent sans cesse de cette disparition. Mais Juan lui a simplement dit que c'était une amie mexicaine, qu'il l'a dépannée le temps de son passage au Pérou. Durant un petit instant, les enquêteurs s'interrogent sur l'implication de cette jeune femme. Est-elle une complice de Juan ? Ce ne serait pas impossible, d'autant plus que l'homme se cachait dans son appartement. Mais des recherches poussées démontrent qu'elle n'a rien à voir avec le meurtre de Blanca. Et au contraire, les policiers commencent même à imaginer qu'elle aurait pu être la victime suivante. Car oui, les enquêteurs pensent que Juan Pablo Villafuerte est un tueur en série qui agit pour prélever les organes des victimes. Un sac rempli d'argent liquide a été découvert dans l'appartement de la jeune femme. Le suspect a d'ailleurs essayé de faire croire que ce sac lui appartenait, alors qu'il était bien à lui. Quoi qu'il en soit, tout cet argent liquide, le corps de Blanca vidé de ses organes et les compétences en médecine de Juan font de lui le suspect idéal dans ce genre de crime. Dans la foulée de son arrestation, l'homme est conduit au poste pour être interrogé. La question lui est posée à propos du sang découvert chez lui, mais il indique qu'il n'est pas tout le temps dans son appartement, et quand il est rentré, il a découvert son logement en désordre, et a ensuite entendu parler de la découverte du corps de Blanca. Il insiste ensuite sur le fait que Blanca et lui n'étaient pas amoureux du tout, et puis il ne dit plus rien. À chaque question, il répond qu'il ne sait pas, mais son attitude est très étrange. Il est calme, froid, et presque pas inquiet de son arrestation. Il devrait pourtant, parce que la justice a de lourdes preuves contre lui. Et Juan Villafuerte est placé en détention provisoire le 22 novembre 2022 pour que la lumière soit faite sur toute cette histoire, et ce que vont découvrir les autorités donne froid dans le dos. Juan Pablo Villafuerte vient d'être placé en état d'arrestation pour le meurtre de Blanca Arellano ainsi que pour trafic d'organes auquel il s'adonne d'après les policiers. Il est immédiatement envoyé en détention provisoire à la fin d'année 2022, mais visiblement, les conditions d'incarcération ne plaisent pas à l'accusé. Il explique au gardien de l'établissement pénitentiaire qu'il n'a pas pour habitude de partager une salle de bain, qu'il aime pouvoir se doucher à l'horaire qu'il souhaite, ou encore qu'il est intolérable qu'il dorme sur le sol parce que la prison est surpeuplée. Ce comportement montre le décalage dans l'esprit de Juan Villafuerte, qui se préoccupe de futilité alors qu'il est accusé de meurtre et de trafic d'organes. D'ailleurs, il doit répondre devant le juge des accusations qui pèsent sur lui, et il s'attaque d'entrée aux preuves les plus accablantes, notamment les traces de sang. Il dit qu'il a acheté le matelas à une autre personne, et que les traces se trouvaient dessus avant l'achat. Il ajoute également qu'il laissait son appartement à Blanca la plupart du temps, et donc une autre personne a très bien pu s'en prendre à la femme durant son absence, laissant ainsi toutes les preuves médico-légales récoltées par la police. C'est la ligne de défense que décide d'utiliser l'accusé. Cela paraît léger, surtout quand l'accusation est armée d'un dossier à charge très épais. Parmi les éléments incriminants, il y a des vidéos. Juan Villafuerte est un étudiant en médecine. Il poste régulièrement des vidéos sur Facebook, mais aussi TikTok. Ces vidéos ont pour but de donner des conseils dans le domaine médical. Et jusque-là, il n'y a rien d'anormal. Sauf que sur TikTok, il est très actif. En épluchant son compte, les autorités ont découvert que, peu de temps après la disparition de Blanca, il se met en scène en train de disséquer des parties de corps, et notamment un pancréas ainsi qu'un cerveau. Les enquêteurs pensent que ce que l'homme est en train de disséquer en vidéo sont les organes prélevés sur Blanca après son meurtre. Des spécialistes affirment que les parties du corps qui apparaissent sur TikTok sont humaines et non animales. Mais qu'est-ce qui aurait poussé Juan à tuer Blanca plusieurs mois après leur première rencontre physique ? Les autorités expliquent que l'homme a voulu se débarrasser de la femme parce qu'il entretenait une autre relation en parallèle et qu'il jonglait entre plusieurs femmes, ce qui aurait été découvert par Blanca et qu'elle n'aurait pas apprécié du tout. Le problème étant que Blanca venait de déménager et tout abandonner pour lui. Elle n'allait pas repartir aussi facilement au Mexique. Et pourtant, Juan ne voulait plus la voir auprès de lui, ce qui aurait conduit à ce meurtre sordide. Le jour du meurtre, Juan a assassiné Blanca. La cause de la mort n'a pas pu être établie par le médecin légiste.
Ensuite, il a conduit de Huacho, où il habite, jusqu'à Lima, la capitale, en prenant soin de déconnecter son GPS et en emportant le téléphone de la victime. En revenant, d'après les témoignages, c'est à ce moment qu'il a démembré le corps de Blanca tout en extrayant les organes de celle-ci. D'après les enquêteurs, Juan Pablo Villafuerte est une personne déséquilibrée mentalement, qui prend du plaisir à disséquer des organes humains avant de publier ses exploits sur Internet, et notamment TikTok. Les enquêteurs sont persuadés qu'il y a d'autres victimes, mais n'ont pas été capables de relier l'homme à d'autres crimes. Quoi qu'il en soit, le médecin légiste apporte sa pierre à l'édifice dans ce dossier à charge. Le démembrement, mais surtout la façon dont le visage de Blanca a été retiré, nécessitait des capacités en médecine et en chirurgie. Une personne qui n'a pas étudié la médecine n'aurait eu aucune chance de réussir une opération de cette façon. Il en va de même pour le retrait des empreintes digitales. La méthode utilisée ne pouvait qu'être l'œuvre d'un chirurgien ou apprenti chirurgien. Le sang de la victime découvert dans l'appartement de l'accusé. Les compétences chirurgicales ainsi que les connaissances en médecine de l'homme. La version incohérente de Juan Villafuerte et les vidéos publiées sur son compte TikTok. Voilà ce que l'accusation expose au jury qui doit désormais prendre une décision quant à la culpabilité ou non de celui-ci. C'est en septembre 2023 que le jury s'apprête à rendre son verdict. Juan Pablo Villafuerte est reconnu coupable de meurtre avec préméditation sur la personne de Blanca Arellano. Il est condamné dans la foulée à une peine d'emprisonnement de 35 ans. L'accusé crie au scandale et assure de son innocence dans cette affaire. Mais les policiers ne sont pas du même avis. Au contraire, ils pensent que l'homme a tué bien plus qu'une seule personne. Soit pour le plaisir, manifestement, soit pour gagner de l'argent grâce au trafic d'organes. Étant étudiant en médecine, il aurait très bien pu se faire démarcher par des truands souhaitant exploiter cette filière particulièrement rentable. Ce qui expliquerait les fortes sommes d'argent liquide découvertes chez lui et dans l'un de ses sacs. Si jamais vous deviez rencontrer un TikToker ou TikTokeuse, pensez à bien vérifier son compte pour vous assurer qu'il ou elle n'essaye pas de vous attirer pour vous découper dans le but de faire des vues. Voici pour cette affaire absolument infâme. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez « organe » en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.